le fait que le regard des autres soit jugeant, c'est une fatalité. C'est-à-dire que les gens ne cesseront pas de me juger dans leur fort intérieur. Ils vont faire ça tout le temps. Et puis moi, je vais pas cesser de les juger non plus. Tu vois, c'est obligé, quand je croise quelqu'un, j'ai un avis sur lui instinctif. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler du regard des autres. Le regard des autres, j'ai l'impression qu'il peut jouer un rôle très fort dans la façon dont on éduque son enfant et dont on est parent. J'ai l'impression que si on n'y prend pas garde, on peut vraiment laisser la main à ce que les autres pourraient dire pour décider de ce qu'on doit faire pour son enfant. Je trouve ce point de départ un peu hasardeux. Ça veut dire que c'est donc une éducation réactionnaire, pas dans le sens habituel, mais tu vois pourquoi je dis ça comme ça. C'est en réaction à ce que pourraient dire les autres, en regardant la façon dont tu éduques ton enfant, que tu vas prendre telle ou telle décision, que tu vas aller dans telle ou telle direction, faire tel ou tel choix. Et ça, vraiment, quand on le dit de façon aussi simple et aussi synthétique, eh bien, je crois que ça a pour effet d'être un peu une décharge, de dire attends, mais moi j'ai pas envie de laisser les autres décider pour moi, j'ai envie de faire cette expérience-là la plus complète possible de qui je suis en tant que parent, et donc ne pas spécialement laisser la main aux autres, donc ce qui constituerait des ornières assez balèzes du périmètre que je laisse à ma disposition parce que c'est le seul que les autres ne vont pas critiquer. Mais cela étant dit, le parent que je suis peut très bien être un parent qui a peur du regard des autres. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça peut prendre une part importante de l'éducation que je donne et de la relation que j'ai à mon enfant. De ce que je m'autorise à faire, de comment je lui dis bonjour, comment je lui dis au revoir, de à quelle école il va, jusqu'à quand, jusqu'à quel âge, quel discours il va avoir, vers quoi je vais essayer de l'aiguiller pour que ses décisions paraissent venir de lui, mais finalement qu'il ait envie de devenir médecin ou avocat ou je sais pas quoi. Ça peut faire partie de ma parentalité, de mon élan. Alors, tu sens dans le ton de ma voix que c'est pas spécialement ce que j'ai prévu, mais il y a cette possibilité de considérer le regard des autres comme étant quand même quelque chose d'assez fort, malgré tout. C'est-à-dire que aussi vrai que j'ai pas envie que ça soit significatif, je sais que ça risque de l'être à plein d'égards. Et donc, c'est juste me regarder franchement à cet endroit-là. À cet endroit où je redoute le regard des autres parce qu'ils risquent de me faire prendre certaines décisions ou dire certaines choses alors que je ne les pense pas vraiment, mais que je m'adapte au contexte et que j'essaie de bien m'en sortir et d'être un bon parent aux yeux des autres. Et à ce moment-là, si j'essaie d'être un bon parent aux yeux des autres, il y a peut-être des choses qui vont être positives aussi à ce niveau-là, où je vais prendre des exemples sur des modèles qui finalement sont différents de ceux que je contacterais si je laissais l'animal sauvage sortir, mais quand même, je pense que c'est vraiment bizarre d'agir par la contrainte ou par la crainte. Là, on agit par peur quand on a peur du regard des autres. Enfin, quand on redoute le regard que pourraient avoir les autres, on agit par peur. Mais en plus d'agir par peur, bien souvent, on va agir par anticipation. Et c'est là où pour moi, il y a l'effet le plus délétère, c'est-à-dire qu'on imagine que les autres vont avoir un regard négatif sur telle ou telle façon de se positionner, alors qu'on n'en est pas sûr du tout, et que du coup, comme on va faire une action qui prend en compte cette anticipation et qui donc ne fait pas ce qu'on voudrait faire au départ, on réécrit un petit peu ce qu'on va faire à l'aune de ce qu'on pense que les autres vont en penser, et donc on se dit, je vais peut-être faire un crochet par un truc que j'ai déjà développé. Je ne sais pas, c'est peut-être ma manière à moi de retraduire quelque chose qui existe déjà, j'en sais rien. J'ai baptisé ça le 1, 2, 3, 3, 2, 1. C'est-à-dire que le 1, 2, 3, c'est d'abord j'exprime qui je suis, ensuite l'autre le reçoit et ensuite il me renvoie ce qu'il en a perçu. Et petit 4 en plus, je comprends une partie seulement de ce que l'autre me renvoie, de ce qu'il a compris, de ce que j'avais fait dans un premier temps. Donc c'est très complexe, mais c'est dans le sens chronologique, on va dire.
Et quand on a extrêmement peur du regard des autres, on va inverser ça, puisqu'on va faire du 3-2-1, on va faire qu'est-ce qu'il faudrait que je reçoive en fin de parcours. Ok, donc qui il faut que je sois en 1 pour que en 2 la personne elle me dise ça, et pour que en 3, l'objectif c'est ça, je sois bien vu, je sois soulagé, je sois valorisé, je sois validé ou encensé, enfin ça, on met ce qu'on veut à cet endroit-là. Mais en tout cas, ce que j'avais théorisé sur le 1-2-3-3-2-1, c'est qu'en fait, on commence à réfléchir à l'envers pour avoir la main sur le résultat. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir une version de nous qui est acceptable. Donc, je réexplique ça. En gros, il y a des Mathieu que j'aime bien. Tu vois, les Mathieu qui se sentent intelligents, je les aime bien. Les Mathieu qui se sentent intéressants, je les aime bien. Les Mathieu qui se sentent drôles, je les aime bien. Donc, eux, s'ils sont en 3, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je dise en 1 pour qu'en 2, il y ait un retour qui me fasse rencontrer un Mathieu dans le regard de l'autre que j'aime bien. Quand l'autre il me dit t'es drôle, ah bah c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc finalement, on finit par réfléchir à l'envers, on finit par se positionner à l'envers et on fait en 1 en fonction de ce que l'on veut rencontrer en 3. Et là, à ce moment-là, il y a tout un pan de la réalité qui nous échappe. Tout un pan des Mathieu possibles qui ne sont plus possibles, puisque je les annule par anticipation de ce que je trouve confortable. Donc je rencontrerai jamais de Mathieu accidentellement, puisqu'en 1, il n'y a plus de spontanéité possible. Il n'y a que les Mathieu qui sont acceptables en 3. Et donc en 1, il faut que je fasse mon éventail de possible se rapetisse vraiment, se rétrécit drastiquement. Donc c'est agir de la même façon en tant que parent finalement. C'est dire, c'est avec ça que je connecte là tout de suite, c'est je me dis j'ai pas très envie de faire ça en tant que parent. Évidemment que je vais pas réinventer la roue, il y a plein de trucs que des parents qui ont déjà été parents vont me donner comme tips, comme billes, comme conseils, qui vont me servir à moi moins faire d'erreurs. Mais je compte sous-peser ce qu'on va me donner comme conseil pour savoir si je l'applique ou si je l'applique pas, si je prends, si je prends pas. Des fois, j'ai besoin de faire mes erreurs à moi. Je pense que j'ai besoin des fois de faire mon expérience à moi de ce qui est considéré comme étant pas correct pour certaines autres personnes. Et puis, au bout de cette expérience, je verrai bien qu'est-ce qui se passe. Et puis j'ai besoin aussi à des moments de sentir que c'est vraiment de mon éducation dont il s'agit, de ma relation avec mon enfant dont il s'agit, et que du coup ne pas agir en respectant un protocole tout le temps, parce que si j'agis en respectant sans arrêt un protocole, eh bien ça fait qu'on pourrait être interchangeable d'un côté et de l'autre de la relation, c'est-à-dire que je pourrais être n'importe quel père, ce serait pareil, le protocole s'appliquerait de la même façon, et puis ça pourrait être n'importe quel fils, et puis ça ferait la même chose. Non, il s'avère que je suis une personne singulière, avec plein de côtés qui sont exactement les mêmes que les autres, hein. Je ne me fais pas d'histoire, je ne suis pas plus original que n'importe qui, et pourtant je suis singulier comme tout le monde, enfin voilà, il y a un truc comme ça, et je compte bien vivre cette singularité au sein de l'éducation que je vais donner, de la pédagogie que je vais donner, et puis au sein de la rencontre que je vais avoir avec mon enfant et de la relation parent-enfant qui va se mettre en place. D'ailleurs, cette relation parent-enfant, elle va aussi avoir un noyau de être à être. Et donc du coup, considérer cet enfant non pas comme quelqu'un qui est en dessous de moi et que je dois façonner pour qu'il prenne une forme particulière, mais plutôt qui je vais rencontrer au centre de cet être humain qu'il m'est donné de rencontrer comme personne d'autre, puisque je le connais depuis le début. J'aimerais que le regard des autres, parents ou pas parents d'ailleurs, que le regard des autres ne me pèse pas trop sur les épaules, et ne détermine pas trop mes actions, mes choix, mes élans, ne coupe pas trop mes élans avant qu'ils sortent. J'aimerais pouvoir accepter d'être un père faillible aux yeux des autres sans problème, si en plus c'est quelque chose qui me permet de vivre la relation que j'ai avec mon enfant malgré tout, et qui en plus nous nourrit tous les deux et est joyeuse, alors ça c'est génial. Mais si jamais c'est quelque chose qui s'avère être une mauvaise idée aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas persister, mais par contre à des moments il va falloir que je fasse l'expérience corporelle de me tromper, l'expérience corporelle de faire mauvaise route, de dire les mauvais mots, et ça me donnera l'occasion d'être justement un papa qui peut revenir sur ce qu'il a dit, qui peut s'excuser, qui peut s'avouer faillible et vulnérable. Et donc à ce titre-là, voilà aussi j'espère que le regard des autres ne va pas trop me faire m'auto-censurer de manière à être nickel, et donc jamais avoir à m'excuser, à être faillible. Ça fait partie des choses que je trouve essentielles.
Et puis dans le regard des autres, je sais que je vais retrouver simplement le fait qu'ils vont trouver bizarre ce qu'ils n'ont pas fait, tout simplement. Ce qui n'est pas dans leur grille de lecture, pour eux c'est étranger, et donc déjà ça leur fait plisser les yeux. Donc si c'est bizarre, eh ben par défaut, c'est mis de côté, enfin c'est refusé, euh, avant d'être considéré, il faut d'abord que ce soit refusé. Donc du coup, ça peut être vite fait. En fait, vu qu'on fonctionne à l'économie cognitive en permanence en tant qu'humain, je ne fais pas exception à la règle, et c'est pour ça qu'on a des biais cognitifs d'ailleurs, c'est pour simplifier le réel de manière à pouvoir agir. Bon ben, le fait que le regard des autres soit jugeant, eh bien, c'est une fatalité. C'est-à-dire que les gens ne cesseront pas de me juger dans leur fort intérieur. Ils vont faire ça tout le temps. Et puis moi, je vais pas cesser de les juger non plus. Tu vois, c'est obligé. Quand je croise quelqu'un, j'ai un avis sur lui instinctif, intuitif. J'ai forcément un avis sur cette personne. Je la juge forcément. Je la trouve forcément sympathique ou pas sympathique, intéressante ou pas intéressante, etc., etc. Belle ou pas belle, ou moins belle. Il y a tout un éventail de possibles, évidemment, mais je passe mon temps à juger les gens, puisque je les apprécie. Quand on apprécie quelqu'un, c'est qu'on le juge positivement. Et c'est qu'on profite de sa compagnie. Ça, c'est un bonus. Bah, si c'est un bonus, c'est que je juge que c'est positif. Donc il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de... Bah, il faut se rendre compte que de toute façon, le jugement et le regard des autres, c'est la même chose. Quand il y a quelqu'un qui pose son regard sur la façon dont on a notre relation avec notre enfant, il y aura forcément des choses qui vont sonner justes, d'autres fausses, d'autres inacceptables, d'autres acceptables. Et puis, bah, forcément, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, il y a des gens qui vont trouver ça parfait, il y a des gens qui vont trouver que c'est pas assez. Donc il y a tout un tas... En fait, plus je vais laisser de gens différents regarder la situation, plus je vais avoir de versions différentes de ce qu'on peut bien en penser. Puisqu'on peut pivoter autour de cette relation que j'aurai avec mon enfant, ou de cette relation que nous aurons avec ma compagne, avec cet enfant. Si je laisse vraiment beaucoup de monde regarder cette relation-là, il peut y avoir vraiment tout et n'importe quoi. C'est inacceptable, c'est bien positionné, c'est malsain, c'est rayonnant, c'est immature, etc., etc. Donc c'est à moi de trouver l'axe sur lequel bah, je me sens bien avec mon enfant et je sens qu'il se sent bien avec moi. Et je suis pas forcément dans le fait de vouloir devenir son copain, hein. C'est pas vraiment ça. Évidemment qu'il va y avoir de la complicité entre nous. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme étant évident. Et à des moments, bah, je serai pas son copain parce que il va falloir que je tienne ce qui me semble être juste, que j'incarne ce qui me semble être adapté, au détriment de notre complicité de manière passagère. Donc, je continuerai de l'aimer, mais lui, il va sentir qu'il y a une variation de la complicité parce que je peux pas vouloir en trois uniquement de l'amitié avec mon enfant aussi. Ça part un peu dans tous les sens ce que je suis en train de faire, mais bon, j'espère que tu me suis et que c'est intéressant, parce que j'aime bien les Mathieu intéressants en trois. Donc tu vois, mais là je balance quand même du Mathieu pur jus, c'est-à-dire que je n'essaye pas de te plaire en parlant, puisque je sais pas ce que je vais dire, mais par contre je suis en train d'exprimer vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et parce que ça arrive beaucoup, en fait, que la relation parent-enfant est suffisamment intense et importante pour que ça attire le jugement. Il y a plein de choses qui sont assez neutres et qui attirent pas de jugement parce que tout simplement on les voit pas, mais dès que quelque chose est marquant, ça demande un jugement, ça demande une appréciation, ça nous force en fait, quand on s'intéresse à quelque chose, c'est bien qu'on est en train de le jauger, et si on jauge quelque chose, c'est bien qu'on est en train de le juger. Il me semble que voilà, cet épisode vise simplement à dire que le regard des autres c'est normal et que le jugement va avec et qu'ils ont la liberté pour se rassurer, pour rester dans leur cohérence, et bien comme moi je vais le faire aussi, de trouver que ce qu'ils font bah, c'est plus adapté et c'est plus juste. Et bien c'est comme ça, chacun sa justesse et c'est très bien comme ça. Évidemment que ce regard, à des moments, il va aussi avoir le rôle de me rappeler à l'ordre, peut-être, à un moment donné où j'aurais trop à cœur d'être, par exemple, ami avec mon fils, et que du coup, bah, ça empiète sur une partie de l'éducation qu'il faudrait qu'il reçoive à ce moment-là, de fermeté, ou je sais pas. Peut-être que le regard extérieur va pouvoir me rappeler à l'ordre, me dire « Ah oui, oui, c'est vrai, là j'oublie un petit peu que je suis son père, et alors qu'il faudrait que je sois son père vraiment à ce moment-là. »
parce que sinon, à des moments, bah, je vais oublier que je suis son père et ce serait très bien comme ça. Je serais juste en train de rencontrer un être humain et je serais pas toujours obligé d'être au-dessus en train de donner les règles et tout ça. Je pourrais aussi juste me régaler du fait de rencontrer quelqu'un aussi profondément, aussi intensément. Et voilà. Donc du coup, bah, le regard des autres, ça me fait me dire tout ça assez spontanément. J'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens et en même temps c'est comme ça. Et puis bah, si tu t'ennuies, il faut arrêter d'écouter. Ça c'est sûr qu'il faut pas te faire subir des choses qui te font du mal. Donc bah, je te remercie d'avoir écouté tout ça. Si jamais tu as des choses qui t'ont fait réagir, je t'invite justement bah, à vraiment formuler ça dans les commentaires, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci, tu peux vraiment tourner autour de ce que je viens de dire et exprimer n'importe quel avis, c'est ok pour moi. Et puis à des moments même, il y a des avis que je vais enlever de la discussion parce qu'ils me semblent pas être à leur place, mais ça n'empêche pas que tu as le droit de l'exprimer dans un premier temps. Et j'ai le droit de dire c'est ma chaîne, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!